On se retrouve pour accueillir Marek Lassen, qui est venu de Berlin et qui est directeur de la plateforme artfact.net, qui est une plateforme d'information sur les cotations artistiques. Enfin, vous allez corriger si je dis des bêtises. Et donc, il va s'entretenir avec Nathalie Moreau, qui est économiste et qui a la gentillesse non seulement d'animer cet entretien, mais en plus de traduire de l'anglais vers le français. Voilà. Merci. Bonjour. Donc, je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir invité et d'avoir l'opportunité de faire cette discussion avec Marek. Donc, je vais brièvement vous résumer le contexte et les questions que je vais poser à Marek, puis il répondra et je synthétiserai ses réponses aussi. Donc, pour commencer, je voudrais revenir juste sur la distinction entre valeur artistique et valeur économique. Donc, on va discuter des index et des classements. Et si on regarde, il y a une profusion de classements aujourd'hui. On classe les collectionneurs, on classe les personnalités du monde de l'art. Et on classe aussi les artistes. Et on a du mal à se retrouver dans ces classements, de la même façon que vous avez peut-être du mal à faire la distinction entre la valeur artistique et la valeur économique. Quand on regarde des classements, on ne sait pas très bien ce qu'il y a par derrière, ceux qui classent, comment se fier à eux, quelle crédibilité leur donner. Et comme la thématique est la valeur artistique et la valeur économique, j'ai pris deux classements. À droite, vous avez le classement ArtPrice. Donc, vous savez que ArtPrice donne les prix des ventes aux enchères. Et chaque année, ArtPrice donne un ranking avec les artistes qui ont le plus vendu sur le marché. Donc, on voit que le premier, c'est Jeff Koons, le second, c'est Coase, et le 3, c'est Christopher Wool. Donc, ça, c'est le premier classement qui est valeur marchande. Et puis, il y a un autre classement qui est Artfact, qui a été établi par Marek en 2001, ça a commencé, qui est un classement qui donnerait plutôt la valeur artistique, puisque ce que propose Marek, c'est de donner la visibilité artistique des œuvres en fonction de leur présence dans des expositions, dans des musées, etc. Et il y a un certain système de points. Et si on regarde la valeur respectivement de Koons, Coase et Wool, dans le classement de Marek, on voit que Koons n'est pas à la première position, mais à la 89e position, que Coase est à la 2208e position, alors qu'il est sur la seconde position en termes de classement marchand. Et en termes de classement de visibilité artistique, de réputation artistique, Christopher Wool est 322e. Et si on regarde dans le classement Artfact, quels sont les trois premiers en termes de visibilité artistique, on a premier Gerhard Richter, deuxième Bruce Nauman et troisième Sidney Sherman. Donc ce que je vais demander à Marek, c'est très bien sur ce classement, sur cette valeur artistique, mais on voit bien que les classements, ça peut faire dire un peu n'importe quoi, selon quels sont les critères que l'on prend pour classer les œuvres, selon que c'est le prix ou selon que c'est la réputation. Et quel facteur il retient pour la réputation et quelle est la théorie qui a par derrière, puisqu'on voit bien que, ce qu'on parlait d'évaluation, de valeur, etc., pour établir ce classement, par derrière, il y a un background théorique qui conditionne largement le classement. Donc, je vais lui demander ce qu'il en est. So, Marek, here you have two different rankings, so that's fine. You understand French, so it's up to you. So, what is the theoretical background? And also, you use the theory of attention in order to shape your ranking initially. So, could you say more precisely what is your theory and how do you give different weights to exhibition, etc., etc.? So I would like to first change this. Yeah. Because it's maybe quite good to illustrate a little. So, can I yeah, attends, c'est bon. It's okay. It's this, yeah, and then this grey one. Make it big. C'est bon. So this is a presentation I did in the Tate Modern. I did in the Tate Modern some years ago, and so the main question we ask ourselves is quality, la qualité, and when you look at quotes from very distinguished art places, they all say that they have the greatest quality. Tate Modern, MoMA New York, Centre Pompidou,
Louvre, Sotheby's, what else? Christie's, Art Basel, I think Art Basel Miami, Frieze, Gagosian Gallery, Gray Gallery, I think the Marlborough Galleries, and Pace Wildenstein. So they all say that they have the highest quality of art, yeah, to sell or in their collection. So quality, we thought then, can't be the distinguishing factor between artworks. Because when every artwork has the same quality, then what is the difference, right? So we were looking for another way. So, and the most common way to differentiate when all artworks have the same quality is the price. Yeah, and this is what you showed me. And the price has a problem. The price is a thing that is attached to fashion and to demand and offer and market things. But there's something else we thought in the art. Maybe you want to try. Oui, donc il dit que dans toutes les institutions, on parle de la qualité, mais comment est-ce qu'on peut dire que toutes ont la meilleure qualité? Et en fait, du coup, pour dépasser ça, on arrive au prix, mais selon Marek, le prix est quelque chose qui est variable au cours du temps, qui dépend de la mode, de plein d'autres facteurs. Et donc, dans son travail, il va chercher un moyen de dépasser ça et de mesurer cette qualité artistique véritablement. So then the other known value, what is not a number, is the non-monetary value of an artwork. This is a melange put together of the artistic composition, its newness, the relevance, its ability to connect with the connoisseur viewer, among others. So, and the artwork inherits non-monetary values. I think we talked about this a lot today. I don't have to go into that. Donc, il s'intéresse à la valeur non monétaire de l'art et à sa reconnaissance par des experts. Yeah. So, and we found then so we have here the price. We found then the theory of attention by Dr. Georg Frank in the late 90s. And the one thing he says, what is very intriguing, or what was a sentence where we thought maybe we could go this way, is that attention in the cultural world is an economy that works with the same mechanisms as capitalism. So, and capitalism, this is a key word because we want to have something, you know, what is like price, and it's a number. And so from there on, we had a system where we could work on. And when you look at capitalistic behavior, right? So capitalistic behavior is based on property, lending money, and charging interest. Maybe you try to. Donc, il dit qu'il se fonde sur la théorie de l'attention et que cette théorie de l'attention fonctionne comme les fondements du capitalisme. Et donc là, il rappelle que le comportement en économie capitaliste est conditionné par 3 éléments: la propriété, le prêt d'argent et le faire payer des intérêts. Yeah, and when we translate this to the art world, this statement, then we have the curator who replaces the investor, and he lends the property, the Centre Pompidou, to an artist from whom they expect a return of their investment in the form of more attention, reputation. What is then the interest? So this is a circle where the Centre Pompidou pushes an artist by exhibiting, yeah, but the artist also pushes the reputation of the Centre Pompidou by being exhibited. So this is a balance between both sides, and this is what we use as a basic theory for the ranking system. Alors, donc là, si on transfère cette idée de prêter, avoir un intérêt dans l'économie capitaliste au musée, en fait, à la fois le commissaire d'expo ou l'investisseur prêtent, donnent de leur propriété à l'artiste, mais ils attendent de l'artiste un retour sur investissement
Et quel va être ce retour sur investissement? Ils attendent d'obtenir de plus de réputation. Mais en même temps, c'est un système des deux côtés, c'est-à-dire qu'à la fois l'artiste va renforcer la réputation de l'institution et l'institution va contribuer à amorcer la réputation et la reconnaissance institutionnelle de l'artiste. So to explain this, I have here. So we measure the reputation of an institution like the Centre Pompidou and its geographic location, what is Paris, by evaluating the artists in the institution's past exhibitions. Maybe you tell this first. Donc ils vont évaluer le poids de Pompidou à la fois à travers sa position internationale et sa localisation à Paris, et en fonction du nombre d'expositions. Do you assess the quality of the institution or of the artist? No, we measure the reputation of the institution. Of the institution. Yes. Donc la réputation de l'institution va être mesurée en fonction de sa localisation. Est-ce que le pays est important internationalement ou pas sur le marché de l'art, et en fonction du nombre d'institutions passées. Yes, exhibitions passées. Yeah. D'expositions passées. Yeah, and we assign numbers to each artist that has been exhibited here in the Centre Pompidou in the past. And these numbers are comprised by the number of institutions and countries that the artist has exhibited. So in the end, we attach a numbers of internationality and presence of each artist and add them up to all the historic exhibitions that have been exhibited here in the Centre Pompidou. Does this make some sense? Vous regardez, en fait, il regarde toutes les expositions passées qu'a fait l'artiste dans différents centres internationaux, et en fonction de ces différentes expositions, ça va attacher une importance au Centre Pompidou, et ça va rejaillir sur le Centre Pompidou. Et en même temps, ça va donner, enfin c'est quelque chose à deux sens, c'est ça, ça va donner aussi un poids à l'artiste sur la scène internationale. Si je ne me trompe pas, mais je ne suis pas sûre d'avoir compris. So first we measure the reputation of an institution by just counting the number of artists in the past and their international weight, if you want, and their network presence. Donc ce qui fait pour mesurer l'importance de l'institution, il regarde tous les artistes qui ont été exposés par le passé dans cette institution, quelle position ils ont aujourd'hui sur la scène internationale, et si par le passé l'institution a réussi à exposer des artistes qui aujourd'hui ont un poids conséquent sur la scène internationale, l'institution va avoir un poids conséquent. C'est clair? Yeah. Oui, à peu près. So each city and each institution gains different points by the artists they have exhibited in the past, or they have been shown in Paris, or have been shown here. So when we would have a museum like the Centre Pompidou located in Lyon, for example, it would have different points because the Lyon has a different history. Yeah. Ouais. Donc, en fait, sa première étape dans son modèle, c'est de donner un certain nombre de points aux institutions. C'est-à-dire toutes les institutions vont recevoir un certain nombre de points. Pour savoir combien de points donner à ces institutions, il va prendre l'histoire et il va regarder, ce que je disais tout à l'heure, quels ont été les artistes qui ont été exposés dans le passé dans ces différentes institutions, est-ce qu'ils sont importants ou pas sur la scène internationale. S'ils sont importants, plus les artistes qui sont sortis il y a 10 années de ces institutions sont importants sur la scène internationale, plus cette institution aura un poids, un nombre de points conséquent. En même temps, parallèlement à ça, il y a la localisation de la ville qui est importante, c'est-à-dire que la même institution qui aura fait sortir les mêmes artistes, si elle est située à Lyon ou à Paris, comme Lyon a moins d'importance sur le marché de l'art, cette institution aura un système de points moins important. Alors, peut-être pour vous expliquer un peu plus, je fais une parenthèse. Okay. En fait, ce que fait Marek pour évaluer sa qualité artistique, c'est quelque chose il fait une systématisation du célèbre Kousskoumpas. Donc le Kousskoumpas, c'est un ranking qui a été
qui est très très célèbre, qui a été établi dans les années 80 et qui proposait d'évaluer la qualité artistique des artistes en 2 temps. Premier temps, Willy Bongard, qui a établi ce classement du Concompass, donne un certain nombre de points à différentes institutions internationales, différents événements internationaux et différents magazines. Par exemple, Beaubourg, je crois, qu'avait 800 points, le MoMA 800 points, la Biennale de Venise 600 points, certains magazines spécialisés 30 points, etc. Donc ça, c'est la première étape. On donne un certain nombre de points à des institutions. Et deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait ? On va regarder si un artiste a eu une exposition dans cette institution, si cet artiste a une œuvre acquise dans cette institution, s'il a été sélectionné à la Biennale de Venise ou pas, etc. Si l'artiste a eu une exposition dans l'institution, par exemple Beaubourg, il a 800 points. Si en plus au MoMA, il a 800 points en plus. S'il a été à la Biennale de Venise, 300 points en plus. Et l'artiste qui est considéré comme ayant la qualité artistique la plus élevée est l'artiste qui a obtenu le système de points le plus élevé. Donc vous voyez cette évaluation en 2 étapes. Ceci étant, le Concompass était fait par un journaliste et a été beaucoup critiqué en disant le fait que Beaubourg ait 800 points, le MoMA ait 800 points, c'est quelque chose de totalement subjectif. Pourquoi ? Et notamment, on disait c'est un classement qui est allemand, donc qui favorise les artistes allemands. Donc ça fait couler beaucoup d'encre. C'est un classement qui existe encore. Et en fait, Marek, avec sa base de données, a repris d'une certaine façon ce classement du Concompass, mais en lui donnant un fondement scientifique et en cherchant de façon plus scientifique à doter les institutions d'un nombre de points qui soit justifié. Willy Bongard, c'était toutes les grandes institutions, 600 points sans justifier. Et après, quand vous faites le classement, selon que vous donnez 800 points à une institution ou 600 points, évidemment, quand vous faites votre calcul, le classement qui va en sortir va être très différent. Donc, ce que propose de faire Marek, c'est de justifier scientifiquement ça. Et donc, ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est pourquoi est-ce que Beaubourg a un certain nombre de points. Willy Bongard donnait 800 points. Et là, Marek explique que les points qui sont donnés à Beaubourg dépendent de sa capacité à avoir reconnu par le passé des artistes et fait des expositions. Is it this? Yeah, Roughly. Roughly correct. So, Bongard did this manually. He sent out questionnaires, and the people then said this is an important institution or not. And we use a mathematically algorithm. So it's the data that makes it. Yes, and we come to that in a later question. Ce qu'ils disent, c'est que Bongard, pour mettre ses points aux différentes institutions, envoyait un questionnaire, c'était fait de façon subjective. Alors que lui, il utilise des data et que c'est scientifique. Voilà. So maybe I have here a live example with Damien Hirst, and here you can see such a chart. Yeah, you have on the x-axis you have the years, and on the y-axis you have the rank. So 1 is highest and 100,000 lowest. And you can see here how this works. So in year 2000, there was a solo show in Gagosian and 12 group shows, Centre Pompidou, Kunsthaus Zürich, MCA Sydney, and this curve goes up. And the next year, there was 0 solo shows, but 16 group shows and 1 in Hamburger Kunsthalle. Then the following year, 5 solo shows, Saatchi Gallery, White Cube among them, and 19 group shows, Biennale di Venezia, and San Francisco MoMA. So you can see that this system is really volatile on a yearly basis. Maybe you explain. Donc, ce qu'il dit, c'est que, il prend l'exemple de Damien Hirst en montrant que la première année, quand il y avait un top, c'était parce qu'il avait eu des expositions dans des institutions importantes, mais que l'année d'après, dans le creux, je ne sais plus, là c'est 2003, il est remonté, mais en 2002, il avait très peu de choses en tant qu'exposition, donc il avait chuté. Mais 2003, à nouveau, ça remonte. But I have a question here. It's, I thought that with your database, each year there is a cumulative process. That is to say, for sure, each year you don't begin to zero to the number of exhibition, but for example, the exhibition he has in the past counts in the total of points, but there is a degressive element. Is it depression? Yes. Is it right? Yes. Donc, en fait, on voit qu'il y a des fluctuations,
Mais pour chaque année, ça ne repart pas de zéro pour autant. C'est-à-dire qu'un artiste qui, une année, aurait 10 expositions dans des lieux très prestigieux et l'année d'après n'aurait rien, il ne passerait pas à zéro. Non. Mais il y a un facteur de dépréciation ou d'oubli, c'est-à-dire que l'artiste qui a eu 10 expositions une année, il est à 10. L'année d'après, ce 10, ça perd de la valeur parce qu'il y a un facteur d'oubli par rapport à ce nombre d'expos. Et donc, il y a une sorte d'amortissement au cours du temps qui fait qu'il y a une dépréciation, mais il y a certes des fluctuations si on a des artistes qui ont beaucoup d'expositions une année, zéro l'année d'après. Mais il ne passe pas de 10 à 0, il passe peut-être de 10 à 7, d'accord, du fait de cette dépréciation. C'est bon? Is it clear? I'm sorry, it's a boring subject. So, is this sufficient for explaining the theory and how this works? Or do you want to see more, an example, a comparison example or something? Perhaps you can give a comparison of two different artists. Yes, so we have here also in this presentation, we have analysis between Bruce Nauman, who has been #1, and Damien Hirst, who has been #1 in sales at that year. And so we just counted, it's an old presentation, this is why it looks a little bit antique. So we counted, when you count the worldwide presence of the artist, you can see that both artists have different stars. So Damien Hirst was very present in auctions and galleries, what is more the sales side of the art world, whereas Bruce Nauman was more present in exhibitions and museums, what is more the curatorial view or value of the artist. Maybe you... Donc on a deux profils différents. Parce que dans un... Le problème, c'est que je pensais à la question d'après que j'allais poser, donc je n'étais pas très concentrée sur la réponse. Donc, dans un, c'est des expositions qui sont curatoriales, sur lesquelles il y a un poids plus important, une reconnaissance plus importante, alors que l'autre a des expositions qui sont moins curatoriales, donc il y a un poids moins important. C'était ça ce que tu disais? Two polar points in this sense. Both have two stars. One is better in the... curatorial world, this is Bruce Nauman, and the other one is better than in the sales or sales near world. Donc il y en a un ils ont tous les deux étoiles, mais il y en a un, le fait qu'ils soient reconnus, c'est pas pour les mêmes choses. Il y en a un, c'est plus du côté du monde curatorial, alors que l'autre côté, c'est plus du monde marchand. But it's strange because it seems to me that you don't take into account prices, and here you take into account auctions. So this is a comparison to compare an artist who is highly evaluated in the sales side and on the worldwide presence. So this is not the ranking. This is just counting the number of exhibitions. But in your ranking, you take into account the exhibition in galleries. Yes, but with so if I had the example of Centre Pompidou in Lyon, right? And we can have another example. Centre Pompidou is a private gallery. Same place, same location, but this is a gallery, then it wouldn't have the same points because it would be nearer to a sales event. So the further away an artistic show presence is from a sales event, the higher the points. So if you are a biennale or a public museum, you gain more points with the same history, and the same location, than if you are closer to sale. No. This is museums and galleries have different number of points. C'est-à-dire, yes. Yeah, you can substitute. So each exhibition gains points. For example, from when you have in your gallery a show, you have a certain reputation by your past work, and you give this to the artist to exhibit it. Do they have points if they are in auction? No. Non. Donc, en fait, Maybe this was not a good example. La discussion. Maybe we forget this. La discussion qu'il y a ici, donc, il montre que ces artistes ont des profils différents parce qu'il y en a un qui a un profil plus marchand et l'autre plus institutionnel. Ceci étant, dans sa base de données, il n'introduit pas les ventes aux enchères. Elles y sont pas, même si là, sur l'exemple, ça y est, pour calculer la reconnaissance artistique des œuvres. Par contre, dans la base de données, il y a à la fois les expositions en galerie et les expositions
en musée ou dans des biennales, etc. Yeah. Et de la même façon que tout à l'heure, on disait que si Beaubourg n'était pas à Paris, mais serait à Lyon, il y aurait un nombre de points inférieur parce que Lyon est une ville qui a moins de rejaillissement artistique que Paris. De la même façon, assez logiquement, Beaubourg et une galerie, fût-elle importante, n'ont pas le même nombre de points. Pourquoi ? Parce que la galerie, même si elle contribue à la reconnaissance artistique des œuvres, travaille à leur réputation, est plus près du marché. Donc, elle a un nombre de points inférieur. Mais quand on dit qu'il ne prend pas en compte le marché, s'il ne prend pas en compte les prix, s'il prend en compte l'exposition en galerie, c'est parce que la galerie, en faisant une exposition, légitime artistiquement le travail de l'artiste, et aussi la galerie fait un travail auprès d'autres acteurs pour placer des œuvres de l'artiste dans des musées, etc. Donc c'est ça qui prend en compte dans son classement. Is it right? So maybe we don't proceed. Maybe this makes people confusing. We do something else. Is it so okay? So I have a question, perhaps. So in your database, you take into account exhibitions, galleries exhibition, museum exhibition, biennale, etc., etc. But do you take into account other elements than exhibition? For example, the fact that artworks are bought by museum, or the name of the curator who organized the exhibition. Do you think that you would like to have other data in order to have a better approach of the fame of the artist, and that it is very difficult to collect data, or do you think that your ranking is okay and gives a good image of the art world? So we as I said in the beginning, that we compare. So we want to have a polar position to the prices. So the prices are normally derived from auction prices, and in the auction is a public event. So there's a person with a hammer, and it's a date, it's a location, and it's a price. This is something that everybody can look up. Can you traduire? Alors, au début, la question que je lui ai posée, c'est qu'il regardait uniquement les expositions dans sa base de données, mais est-ce qu'il prenait en compte d'autres éléments, le fait qu'une œuvre soit rentrée dans un musée, ou le fait que dans une exposition, ce soit un commissaire d'expo avec un nom fameux qui a organisé cette exposition, parce que ça aussi, ça a un impact ça rejaillit sur la réputation artistique du travail de l'artiste. Donc, je lui ai demandé quels facteurs il prenait en compte, et s'il regrettait de ne pas prendre en compte certains facteurs, parce que c'était difficile d'avoir les données, et est-ce qu'il estimait que son modèle reflétait bien la réalité. Donc, sa réponse, c'est que son point de départ, c'était de partir des ventes aux enchères, qui étaient des données publiques, des données marchandes, pour lesquelles il y avait une information qui était disponible pour avoir le ranking transparente. On va dire transparente. So the price and the location and the date is transparent. Everybody can see it. So I disagree with the fact that they are transparent. But I mean transparent, not in maybe if there's a ring or an evil collector behind. Right. I mean transparent in the sense that you have a public sale where everybody knows the price. Donc il est parti du fait que les ventes aux enchères sont transparentes dans le sens où le prix est connu publiquement de tout le monde, même si par derrière il y a des stratégies pour faire augmenter ou baisser les prix, le prix est publiquement disponible. Donc ce qu'il voulait, c'est avoir une chose similaire par rapport à la qualité artistique. C'est ça? I didn't say anything about quality. So so the only, in our point, the only other aspect that you can, what is as transparent as an auction, is the exhibition. And you can say the exhibition is not transparent because of the ring and the evil collectors, but they are transparent in the sense that you know where here Centre Pompidou is today an exhibition from this and this artist. So this is public everywhere, readable, and this is why we use the exhibitions. Alors, s'il a utilisé les expositions, c'est de la même chose que les ventes aux enchères. Quand une exposition a lieu, on sait de façon publique où elle a lieu, c'est complètement transparent, comme les enchères. Et peu importe de savoir s'il y a eu des stratégies pour exposer tel ou tel artiste, c'est pas ça qui compte, c'est juste le fait que ce soit publiquement connu. Okay. And
you ask if we want to have something else, what we would like to measure. And there is, in fact, something that is the permanent collection. So in the Louvre, for example, there's the Mona Lisa, as everybody knows, from Leonardo da Vinci. And when you look at Leonardo da Vinci in our ranking, he has a relatively low position. And this is because it's so expensive to make an exhibition with Leonardo da Vinci's work. The insurance, the maintenance, all of that. So they keep it in the Louvre, but it's public every day since hundreds of years. Yeah, so if we would measure this, if we would know when they hang Mona Lisa on the wall at this specific place, and that this is there for hundreds of years, we would have one exhibition that's so big that it would gain huge amount of points, sorry, excuse my wording, that Leonardo da Vinci would be probably among the top 10 artists, or maybe the number one. Donc, il est difficile pour lui de prendre en compte les collections, parce que si on prend les collections permanentes, et il prend l'exemple de Léonard de Vinci, qui, de facto, dans le ranking, a une position assez faible, parce qu'évidemment, il n'est pas souvent bougé, il n'y a pas beaucoup d'expositions extérieures. Mais justement, Léonard de Vinci, lui, qui, à partir du moment où il a été exposé et qu'il n'a pas bougé, si on lui mettait le nombre de points qui correspondrait à la durée d'exposition permanente, il ferait tout exploser et il serait dans le top des artistes. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il ne prend pas en compte les expositions permanentes, mais uniquement les expositions temporaires. But the museums do not publish this, so we don't know. That's if it would be public knowledge when they put it on the wall and how long it is there, then we would measure this and would be more precise. Donc, s'il avait l'information sur l'information disponible sur les œuvres qui sont exposées dans les musées et le temps durant lequel elles sont exposées, il rentrerait dans la base de données, mais comme cette information n'est pas disponible, il ne rentre pas dans la base de données. Okay. That's a question. Yes, I have another question. On your website, how do you do in order to collect data, all this data? Because you gather a very large number of data. Do you have data for all artists? How many artists do you have? And how do you proceed in order to collect this? And it seems to me that quite recently you changed the way to collect data. So can you give us different elements? In the past, we have copied the data from the internet with our editors by hand. It's nearly 1 million exhibitions now since the Salon de Refusé. And this has a bias because northern or western countries, and northern and western countries, Western European countries, have a much better internet presence and a much better policy of presenting the exhibition archives. And to change the situation, we started to change the artifacts system more into a kind of Wikipedia. We are starting doing this, so we invite all the artists and collectors and everybody interested to send us information about past exhibitions or actual exhibitions. Donc au départ, il collectait les informations à travers Internet de façon tout à fait manuelle. Il y a une meilleure connaissance des pays occidentaux parce qu'il y a une visibilité, ils diffusent les données plus largement sur Internet. Mais récemment, ils demandent également aux artistes, aux galeries, etc., de leur envoyer des données. Parce que je lui demandais comment est-ce qu'ils collectaient les données. C'était le sens de ma question. But I have a question because I think that there are just 10 minutes left, so it will be my last question, and after if people have questions. But it seems that as it's quite difficult to collect data, etc., the ranking is not a perfect image of reality. And isn't it quite dangerous to give this kind of ranking to people because it acts as a guide in order to buy artworks, etc., etc. And there is the risk of
self-fulfilling prophecy. Yes. That is to say, the artist you put in rank 1, everyone is going to think that he is the best artist in the world, and they go to buy this artist, and afterwards they are going to become the best artist on the market. So it's very dangerous to do that. Don't you think so? Yes, it's also dangerous to collect exhibition data or auction data, because to our knowledge it's not even 10% of the artists who show up in auction. So the great majority, over 90% of the artists in this world, don't have any kind of chance to come in any kind of visibility in terms of auction prices. So it's only these artists that make it into the market, and it's preferably painters, because they are more loved by the collectors, what is understandable. So there's already a bias there. So, and I don't think it's possible to have a complete unbiased system, because even if we had all the data in the world from all exhibitions since the Salon des Revues all over the world, it would be biased by our understanding how the art world works, by the algorithm we program. So when we have a different algorithm, assign differently points to institutions, then this would change. So it's always a system of subjectivism, and I see this a little bit as kind of modern form of art critique, where we communicate with the audience through a chart and not through a text. So a former art critic praised the show and says, this show was so great, this artist. Yeah, but there is a difference between words and data, because people very often think that data is quite objective. So in reality, it's not so objective. It's not because it is a data that it is the reality. When you have words, discussion, literature, etc., then it seems to people that it is more subjective, and that data as scientists. And there is this risk, in my opinion. It's an illusion. I don't know if we have to translate this, because we come here in a... Yes. Donc je vais demander si le fait de faire ces rankings, c'était pas aussi quelque chose de dangereux, parce qu'il y avait toujours une certaine subjectivité à faire ces rankings, et si on met et qu'il y avait un risque de ce que j'appelle une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que si dans le ranking on met que tel artiste est premier, tel autre est second et tel autre est troisième, les personnes qui vont agir sur le marché et qui vont se fier à ces rankings vont peut-être acheter le premier artiste en se disant c'est celui qui est le plus intéressant pour un investissement, etc. Et de facto, ils vont se porter sur l'artiste qui a été déclaré comme premier, et comme tout le monde va se porter sur celui-là, après, en fin de compte, il va être le premier sur le marché. Donc c'est de la prophétie autoréalisatrice, et ils peuvent comme ça manipuler le marché. Donc ce que tu m'as répondu, c'est que non, parce que déjà ça venait compléter les données qu'il y avait aux enchères, et que les classements aux enchères, il y a un nombre très très faible d'artistes qui sont dans le ranking, alors que lui il y a un nombre beaucoup plus large d'artistes qui sont dans le ranking. Donc déjà ça vient élargir le choix des personnes. Qui plus est, les algorithmes qui apparaissent derrière peuvent être divers, ça peut donner lieu à différents classements, mais là je ne sais pas si j'ai bien compris ce que tu disais. Et il disait que c'était une sorte de critique moderne, c'est-à-dire que par le passé, les gens donnaient des critiques, et les critiques écrivaient des critiques, et les acheteurs pouvaient suivre ou non ces critiques, et que là, lui, c'est la forme moderne de la critique, donc ce sont des données, et les personnes peuvent choisir de suivre ou pas ces données. Ce à quoi je lui ai répondu que ce n'était pas exactement la même chose, parce que quelque chose qui est littéraire, ça paraît toujours plus subjectif qu'un chiffre que les gens ont tendance à prendre pour données, objectifs et vérité. Et on s'est arrêté là-dessus. So we have, Natalie, you said something about self-fulfilling prophecies, what I didn't relate to. Yeah. And Natalie thinks then when a chart goes up from an artist, like we have seen for Damien Hirst, this chart that goes up, that this will make people think, or curators encourage to show more
Damien Hirst. To a certain extent, because we know that there are very high differences. Yes, and I just have one example from a book it's called The Random Walk Down Wall Street. It's from Burton Markiel, and you should all read it. It's about probability in the markets, right? And there are people, technicians, analysts, who look at charts from companies. And through the charts, they try to figure out how the future will be. And what Markiel did is he used a coin, yes, and threw the coin and made a chart out of this. So one, it was face, number, face, number, face. And so he drew a chart of a non-existing company and gave this chart to analysts. And the analysts were happy and thought, oh, it's an M-curve. It says this company will go there. But it was just a coin that was flipped. Yeah, and this is about forecasting. You cannot forecast when we draw a chart, it's a past. It's like a speed meter of a car, right? A speed meter tells you the speed up to the second you are driving. And it doesn't know what will be the speed tomorrow or next second. It's because it's very dangerous to apply from a certain core from past to the future, because nobody in the world knows the future. Yeah. Donc, ce qu'il dit, c'est que c'est pas du tout un outil de prévision qu'il propose. C'est juste de voir les fluctuations passées, et que de toute façon, des fluctuations passées, on peut pas connaître le futur. Donc, pour expliquer ça, il prend l'exemple de Markowitz en bourse, où en fait, il prend une pièce de monnaie et il fait pile face, en fait, toute une série. Et après, il a présenté à des analystes en bourse en faisant comme si c'était une entreprise, et les analystes ont dit oui, ça va aller comme ça, du fait des fluctuations passées. Or, c'était quelque chose de complètement monté, on ne pouvait pas prévoir où allait l'entreprise parce que c'était une entreprise complètement fictive. Et donc, Marek dit qu'effectivement, ce qu'il dit, on ne peut pas prédire le futur, il y a une très forte incertitude sur ce marché, et ce qu'il cherche à voir, c'est uniquement ces fluctuations passées, et il ne prétend pas du tout faire des prédictions. So perhaps, si vous avez une question, peut-être. Beaucoup de questions. Je ne sais pas si on aura le temps. On commence par le bas. I wanted to show the other. Yeah, how do I make this small? Maybe like this. Okay. Thank you very much for your presentation. So if I understand correctly, which was very interesting, it was that you were saying you want to propose an alternative ranking, but you need to have access to public data. So if you would have access to more available public data, you could be able to make more complex ranking, but you have to work with what is available. My question would be, in fact, we are not so interested by the first ranks, because okay, it's Gerhard Richter who's number one, but he's actually one of the most expensive painters anyway. And so we don't learn a lot. We learn much more in the lower ranks, because they were not part of the auction ranking. Do you have any idea of what kind of use people do with your ranking? How is it used, actually? Well, what is it? What purpose is it? Only when people speak with me or write from us. Your feedback, exactly. Yes, so we have feedback from artists and collectors about that. So common feedback, and what I like to share is, so artists are in competition about white walls. So there's a limited amount of white walls here in Centre Pompidou all over the world, and the artists are eager to present their artworks on these walls. So they really watch the ranking, and they are interested in their career, because they are in competition with their peers. And the other group is the collectors, which often feel a little bit left alone when they buy contemporary art. A contemporary art that is not presented in auction. When you buy an artwork that is presented regularly in auction,
yeah, like Gerhard Richter or whatever, and when you have that much money, then you somehow get a feeling about the price. Is this a fair price or not? What the gallery owner tells me. But when you walk into a gallery and see some unknown artist you like, you are completely left alone. You don't have nothing to refer to. If you use the ranking and maybe you know Gerhard Richter or Pablo Picasso, and the artist you like is 10,000, then you know the artist I like is 10,000 away from Pablo Picasso. It's not bad, yeah? Why not buying it? And this is why collectors like to use the ranking system, because it helps them to have to relate their taste to something they know already. Yeah. It ranks the information. It balances the asymmetry of information. Yes, in a mathematical way, right? Yeah. And from the artist, you're saying that the artists learn about their own career. Yes, and they try to also shape their career. Because I could have a whole evening about artist career and how to plan and how to do this best. The very most striking examples are artists that come from countries that are not so present in the Western world, maybe Balkan countries, African countries, and they are presented on the country pavilion on the Venice Biennale. Then these artists boost from nothing, poof, into the top. But from there's only one fate, and this is downhill, because they can't meet that. They don't get a show on Centre Pompidou after that. They don't get maybe one or so, but the majority just go down. So it's bad to have a career where you're picked by Tate Modern or by Centre Pompidou right from the studio, right from university. It would destroy your career because it would just go down. It's better to have a sound career, to start with a small gallery, bigger gallery, to work with artist spaces, then public museums. Then you have a sound career, this will be more stable. So this is what also artists look at. Yeah. Question au fond. Hi. Will you be integrating media coverage in your criteria? I'm thinking about publications, catalogs, new newspaper articles, and even maybe social media. We tried this with coverage in newspapers or art magazines, but there are so many art magazines, and the financial situation of these magazines is very fragile. They don't have the system in place to send us regularly the newest issue so that we could use it. So in the end, we then thought that an exhibition is good enough because an artist that has good media coverage will be exhibited, right? And so media coverage in the sense of an art magazine, right? When we're speaking about social media like Instagram, Facebook, and so on. So the problematic is that we don't know where the likes come from. So the information is not transparent. Do the likes come from a like bot? Do the likes come from people who are friends, or do the likes come from curators? So we can't qualify between likes. We just have a number that is 1 million. What relates to what to whom? And this makes it very difficult to use that number in our point of view, because we think then if the artist is liked in Instagram a lot, then he probably will be picked up by curators if there is anything to the artist, right, in terms of content, of value. If it's decor, because it's an Instagrammable object, it's a nice picture that looks good on a mobile screen, and lots of people like it, doesn't mean that this is an artwork of quality in terms of a curatorial viewpoint. This is why we haven't included this. What we did is we worked with Google data, because Google has this Google Books, so they digitalized millions of books. And so when you look at the number of books an artist is mentioned. So this works very good for dead artists, like old masters, impressionists, post-impressionists, and so on. We would have, for example, Leonardo da Vinci on top.
So this would be a very good source. But when we come to contemporary production, like what the other person just said here, the question about lower ranks, we won't find books in Google. We won't find the name. And there's another difficulty with Google Books is when an artist is called Roman. Yeah, you search for Roman, and then there are millions of books with Roman. You can't really distinguish, is this a name, or is this an attribute, or what is it? Yeah, and we have artist groups called Art Basel. We have artist groups called Da. We have all kinds of weird stuff in the art. It's art, right? The people call themselves whatever they like to. So this makes it difficult, yeah? And this is why we are always, in the past, have been drawn back to exhibitions as the only source of usage. Oops. I'm here. Yeah. I would like to know what type of services does Artifact provide, because something you didn't mention is that one can have access to the ranking for free, but a lot of information on Artifacts we actually have to pay, and it's when one pay, actually we get access to different kind of information. And I remember because I worked with Artifacts 2 years ago during in my PhD, and there was things like, for example, a career analysis tool or this kind of thing. So I was wondering what kind of services do you provide to collectors or to artists? Or and because this has, you said you don't have an effect, you cannot predict things, but maybe with these services actually you do have an effect on the art world. Yes and no. Because when you're not logging in, so when you use the website, Anonymous, on the internet, you only see the 5 past exhibitions. But when you give us your email, so you don't pay, we show you the whole source, the whole CV. Maybe this has changed because we have an update of the website out since last year. Maybe you haven't looked since that. So all the source data that is making the ranking is free for everyone to see. And everybody is invited to send us data. And we have tens of thousands of exhibitions pending to be reviewed by our editors. Yeah, and and the analytics section is, I wouldn't say not that sophisticated. I don't want to destroy my own products, but it shows you an historical ranking, so the whole career of the artist. It gives you chart diagrams in comparison to the peer group and stuff. So you get, the only advantage you have, you get a more in-depth view. Yeah. But as a student, you can now see the whole, if an artist has 2,000, 3,000 exhibitions, you can see them all for free, if you give us your email. Yeah. And this is why we would like you to do this non-anonymous, because everything that's digital gets also copied, and we want, if you start copying us, we want to know if it's you or not, right? So if you start using the data on a large scale with a machine or something, you have to be logged in, so we know the email from the person who uses these tools, and then we can get in touch with this person also. So this is a little bit security measure, if you want, because it's very, very expensive to do that. It's like ArtPrice, ArtNet, they are very expensive things to build up these databases, millions. And you have to see that all exhibitions we have in our database we put in by hand, because it's not possible to build a machine. It would be possible to build a machine to automatically fetch the information from Centre Pompidou, but we have 40,000 institutions. So we would have to make 40,000 programs that collect automatically. And when Centre Pompidou changes its website design, we have to start again. This is not, we can't do that. So we have to do it by hand. This makes it super expensive. Yeah, it's okay. I think. May I have a last question? Non, malheureusement, on n'a pas le temps. Je regrette beaucoup parce qu'on doit quitter la salle pour libérer aussi les techniciens. Merci beaucoup. Merci à tous de votre participation. Merci aux participants et merci beaucoup à toute l'équipe qui nous a accueillis ici au centre. Je pense que les actes de cette journée seront publiés et je vous invite à visiter notre page
Facebook qui s'appelle Évaluation Générale, et ainsi que notre site qui s'appelle evalg.hypothèse.org pour continuer à avoir des informations sur nos activités. Au revoir.